Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler du sujet très demandé des pleurs slash coliques du nourrisson. Ça va être très important de s'intéresser à ce sujet-là dès la grossesse. C'est un peu comme le postpartum, le risque de ne pas être informé, ça peut être vraiment de tomber de très haut. Ça peut être une période très difficile, difficile à vivre, et comme souvent, anticiper, c'est souvent mieux gérer. Alors, de quoi s'agit-il? Pendant les premières semaines après la naissance, on peut se retrouver dans une situation très perturbante, très stressante, parce que bébé va être particulièrement sujet aux pleurs. On a vraiment l'impression que bébé souffre. Ça va être souvent en fin de journée. Et donc les coliques, qu'est-ce que c'est? En fait, on sait pas trop. Il n'y a pas de définition claire. Ce qui va être le plus communément admis, ça va être des douleurs abdominales dues à une immaturité digestive pendant les premières semaines et les premiers mois. En gros, le terme désigne surtout l'inconfort, la gêne que manifeste bébé sous forme de pleurs, mais ce n'est même pas sûr que bébé ressente vraiment une douleur physique. Typiquement, ça va être des pleurs qui vont être particulièrement présents le soir. Encore une fois, comme pour la vidéo qui concerne le RGO, ça va être très important de consulter votre médecin et qu'il élimine les autres causes de pleurs. Dans les coliques, les pleurs du nouveau-né, on suspecte tout de même l'implication des cases digestives qui peuvent participer au phénomène. On va en reparler juste après. Et on voit souvent aussi passer les termes de pleurs du soir, pleurs de décharge, qui vont concerner les bébés autour de la même période, à partir de 3 semaines. Après, certains vont séparer les deux concepts, coliques et pleurs de décharge. Mais il est possible qu'il s'agisse d'un seul et d'un même phénomène. Un bébé qui est entre 3 semaines et 3 mois, qu'on a montré à un médecin, qui a exclu une maladie organique, et donc un nourrisson qui semble manifester une souffrance, visage rouge, pleurs, etc. Alors qu'il est nourri, qu'il est propre, qu'il est changé, qu'il n'a pas froid, qu'il n'a pas chaud, qu'il est bien entouré, etc. Alors, on rassure tout de suite les parents, c'est physiologique, ça veut dire que c'est un passage limite classique, même si certains bébés semblent y échapper. Et courage, parce que ça peut être vécu très difficilement par les parents, et franchement, pour avoir vécu ça 3 fois, on les comprend. Oui, parce que je suis donc maman de 3 enfants, et je suis médecin, je suis des bébés en consultation. En plus, avec tout ça, on a souvent le baby blues ou la dépression du postpartum qui viennent se mêler, donc encore une fois, tout est réuni pour que ce soit très compliqué à vivre. Encore une fois, d'où l'importance de savoir à quoi s'attendre. Donc on va aussi voir dans cette vidéo comment anticiper et comment s'organiser. Je vais tout de suite vous donner un exemple concret. En France, depuis récemment, on a un congé maternité un tout petit peu plus long que ce qu'il était avant. Je crois environ un mois. Et il me semble 7 jours obligatoires à prendre après la naissance. Donc on a eu Gaspard il y a quelques mois, et le choix qu'on avait fait, c'était de prendre le minimum des 7 jours immédiatement après l'arrivée de bébé, et de garder le reste pour l'été suivant. Typiquement, si c'était à refaire, on ferait sûrement pas comme ça. Ça peut être intéressant de passer le plus possible ce cap du 2e et du 3e mois à 2. Et donc l'idée, c'est de poser le maximum de jours de ce congé pendant cette période-là. Ça va être particulièrement vrai pendant le pic des 3 semaines, parce qu'en plus de rentrer dans ce fameux tunnel, c'est le moment du fameux pic de croissance, avec un bébé qui va être très sollicitant. Rapidement, qu'est-ce que c'est, les pics de croissance? Ça va être des dates qui sont des multiples de 3, donc par exemple 3 semaines, 6 semaines, 9 semaines, etc. On a un bébé qui va être qui va beaucoup réclamer, qui va être très sollicitant, qui va plus boire, etc. Donc à minima, et dans la mesure du possible, prévoir être à 2 pour le fameux cap des 3 semaines de bébé. Et donc, on a vu avec le médecin, on est bien dans ce cadre-là, des coliques du nourrisson, des pleurs, d'un inconfort, d'une période d'adaptation à une nouvelle vie extra-utérine, et un nouveau mode d'alimentation qui lui demande des efforts, alors qu'avant c'était complètement passif, ça lui venait à lui tout seul. Ça passait par le sang et ça arrivait directement à ses petits organes. On suspecte donc une implication digestive et une aggravation du phénomène par les gaz. Et donc, après avoir éliminé les autres causes de pleurs, qu'est-ce qu'on peut proposer à bébé ? Encore une fois, vous me connaissez, on essaye de proposer les prises en charge les plus naturelles possibles. Déjà, on fait simple, on prévoit des vêtements larges, pas trop serrés, notamment au niveau de la taille, c'est comme pour le RGO. Nous, on prévoyait un pyjama pour bébé le plus souvent possible pendant cette période. Pareil, on essaye de pas trop serrer les couches. Toujours pour ce qui va concerner la sphère digestive, l'idée va être de donner le repas à bébé le plus lentement possible. Faut lui laisser le temps de digérer et de gérer, tout simplement. Faire des pauses, conseil classique, changer bébé au milieu du repas, ça pourrait même diminuer un éventuel RGO pathologique associé. En gros, si c'est un bébé qui est au biberon, faut pas que le biberon ce soit glouff là, ça va être dur pour son petit tube digestif pour gérer. Pareil, on peut adapter la vitesse d'administration avec une tétine au débit adaptée. Certains biberons vont même être équipés de tétines spéciales avec des valves spéciales anti-coliques. Concernant les laits, pareil, j'ai fait une vidéo dédiée pour un partage d'expériences personnelles. Nous, on avait tenté un lait avec un suffixe geste,
et on a l'impression que ça a aidé. Mais d'une manière générale, on conseille quand même souvent d'éviter de trop changer les laits. Et de toute façon, on l'a dit, l'inconfort de bébé, c'est souvent ailleurs. On peut éventuellement évoquer la question du lactose. Normalement, bébé a tout le matériel pour bien digérer le lactose, vu que c'est son alimentation principale depuis des millénaires. Et ce matériel enzymatique-là, parfois, il est perdu quand on grandit, mais c'est des années après. Après, certains professionnels que vous croiserez peut-être vont conseiller des laits avec un petit peu moins de lactose. En revanche, un problème beaucoup plus fréquent, c'est le problème de la constipation qui peut augmenter l'inconfort de bébé. Et donc le classique, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ça peut être de revoir l'eau pour les bébés au biberon bien sûr. L'idée est de proposer une eau la moins minéralisée possible. Pour ça, mode d'emploi. On peut regarder le résidu à sec qu'on va trouver sur l'étiquette et on va prendre le chiffre qu'on retrouve le plus bas, le minimum possible pour le résidu à sec. En consultation, on tombe souvent sur des bébés très constipés et qui ont l'habitude d'utiliser Evian par exemple, et ben rien que le fait de changer l'eau permet de résoudre le problème. Donc c'est une info super bonne à savoir. Ensuite, très important et très classique également, on n'oublie pas de faire le RAW, toujours pour ces histoires de gaz digestif, en grande quantité. Alors, tout ce qu'on a évoqué jusque-là concerne les questions autour de l'alimentation, mais on l'a vu, les pleurs peuvent ne pas être liés à l'alimentation. Même si on a classiquement l'exemple de la tata qui, au moindre pleur de bébé, nous sort « Mais donne-lui à manger !» Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de réflexion. Et donc, ça va être quoi les autres conseils ? Déjà, on va parler de tout ce qui va être contextuel. Très important, bébé peut avoir peur des situations où il y a du monde, où il y a du bruit, etc. C'est un peu l'histoire des pleurs de décharge, donc on essaye d'éviter ces situations en fin de journée. Ensuite, pour que bébé ne soit pas trop stressé, il faut que vous-même ne le soyez pas. Il faut que vous alliez bien, que vous soyez rassuré, soutenu. On n'hésite vraiment pas à faire appel à un professionnel si besoin pour ça. Et très bonne nouvelle pour les patients qui vivent en France, c'est nouveau, pas le cas jusque-là. Si on passe par son médecin et qu'on passe par un psychologue conventionné, ça peut être pris en charge et remboursé par la Sécu. Donc, on n'hésite pas à se faire entourer, parce que face aux pleurs de cette période d'adaptation difficile pour bébé, on a besoin de beaucoup le rassurer, de répondre à sa demande, de le soutenir, de câlins, de présence attentionnée, etc. Mais pour pouvoir lui fournir tout ça, il faut être soi-même dans une situation de sérénité. Voilà, ce sujet-là, c'est vraiment une des méthodes les plus efficaces et la plus logique aussi. Toujours dans cette logique-là, le portage. Le portage, c'est très classique. Pour nos 3 enfants, on était dans 3 quartiers différents à Paris et dans les 3 cas, c'était des quartiers très familiaux. Pour ça, c'était surtout mon mari qui s'y collait, de sortir à pas d'heure pour essayer de faire des tours pour rassurer bébé en poussette ou en porte-bébé. Et il ne comptait plus le nombre de parents qui faisaient exactement la même chose que lui. Le porte-bébé, ça j'utilisais assez souvent, il nous a sauvé plus d'une fois. Et là, je reprends, le premier porte-bébé qu'on avait n'était pas du tout adapté, ni à bébé, ni à nous. Et dans cette situation, on a besoin de mettre bébé dans une situation de grenouille, qui lui rappelle un peu sa position fétale qu'il a perdue en naissant, et qu'il a envie de retrouver. Et puis nous, on a envie de pas avoir mal au dos, accessoirement. Et donc à cette époque, on a basculé vers les porte-bébés de la marque Ergo Baby, et franchement, c'était topissime. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Si bien qu'on l'a racheté pour bébé 3, parce que entre bébé 2 et bébé 3, on a tout donné ou vendu. Et en plus, le porte-bébé, c'est super pratique parce que ça aide bébé, mais ça nous aide nous aussi parce que ça nous permet d'avancer dans nos tâches du quotidien. Autre anecdote classique sur ces sujets-là, quand je faisais des gardes aux urgences pédiatriques, un motif très fréquent de consultation, c'était pleurs de bébé. Sauf que pour venir, les parents avaient utilisé la voiture et dans la même logique que la poussette ou le porte-bébé, ça avait bercé bébé et à l'arrivée à l'hôpital, bébé ne pleurait plus. Donc on se retrouvait avec des parents qui nous présentaient leur bébé qui dormait paisiblement et qui nous disaient qu'ils nous l'ont amené parce qu'il pleurait. Classique. Mais on les comprend tout à fait. Dans la même logique, tout ce qui marche très bien, ça va être aussi les histoires, les berceuses, en utilisant des fréquences basses, ça veut dire des sons graves, placer sa voix dans des sons graves. Ça a beaucoup tendance à rassurer bébé. Pareil pour les bruits blancs, ça nous a beaucoup aidé pour nos 3 bébés. Je vous mettrai pareil en barre d'infos ce qu'on a pu utiliser. Et pareil, j'ai le souvenir pour Gaspard, on avait passé quelques jours en Corse dans la belle famille. L'oncle de mon mari qui avait été complètement époustouflé par l'effet vraiment on-off. Bébé pleure, inconsolable. Le soir, bruit blanc, ça y est, problème réglé. Il en revenait pas. Classique aussi, les massages. Tout simplement, on masse son petit ventre en faisant des mouvements circulaires et aussi en faisant des mouvements de pédale avec leurs petites jambes, etc., etc. Toujours dans la même logique,
Les bouillottes peuvent également être très intéressantes. Pareil, je vous mettrai ce qu'on a pu utiliser. Là, il faut faire attention, évidemment, que ce ne soit pas trop chaud. Et enfin, vous avez vu que j'ai mis beaucoup de temps avant de parler de ce sujet-là. C'est tout ce qui va être prise en charge médicamenteuse. Alors, quand j'ai commencé, il y a une dizaine d'années, ce qui était répandu à l'époque, c'était de proposer à bébé du Débrida dans ces situations-là. Et c'est une molécule qui a depuis été retirée du marché. C'est juste pour vous dire à quel point il faut se méfier des traitements médicamenteux. C'est toujours mieux de faire autrement, quand c'est possible, bien sûr. On ne sait pas ce qui va nous être annoncé dans quelques années. Sur ces sujets-là, je vois pas mal passer tout ce qui va être probiotique. Les retours paraissent plutôt intéressants, mais je dirais que ça reste quand même à approfondir. On arrive à la fin de cette vidéo. Pour conclure, j'aurais tendance à dire que c'est intéressant de savoir que ça passe. C'est vraiment, moi, pour mes 3 bébés, j'avais ça en ligne de mire, les 3 mois. N'hésitez pas à la partager aux parents qui... les pauvres, et on pense fort à eux, en train de traverser cette période. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Bye!